chemine vers le problème colonial maintenant en me demandant ceci: y a-t-il eu dans les premiers temps de l'implantation des pionniers, y a-t-il eu un esclavage pour la mise en valeur du sol? Eh bien, ce n'est pas certain, c'est très difficile à définir. Colomb n'est pas un entrepreneur de colonisation, il a tout manqué, n'est-ce pas, la Saint-Domingue, sa première ville d'Isabella est un fiasco total, Saint-Domingue lui échappe, je ne crois pas qu'il était déjà bien content de pouvoir survivre. Le seul problème, c'est évidemment les mines d'or, et il a commencé, et nous verrons pourquoi, c'est évidemment la pression de la cour, il a commencé, bien sûr, à exiger une sorte de tribut de main-d'œuvre. Il ne les a pas employés sur place comme esclaves, n'est-ce pas? Ceci non. Il est prêt à expédier, je voudrais que vous saisissiez bien la différence, car au fond, c'est à peu près une des rares conclusions que je voudrais vous présenter, il est prêt à expédier des esclaves en Andalousie, enfin en Espagne, mais il n'emploie pas d'esclaves directement, lui, parce qu'il n'en a pas l'utilisation, n'est-ce pas? Il ne peut pas les encadrer, il n'y a pas de culture. La culture qui aurait dû donner lieu à un esclavage est évidemment, et ça toutes les civilisations méditerranéennes l'ont connu, c'est la culture de la canne à sucre, n'est-ce pas? Le monde musulman d'Égypte, de Mésopotamie, c'est là qu'il y a eu les grandes révoltes d'esclaves, n'est-ce pas, du Xe siècle, Bassora, etc., des choses absolument affreuses, a toujours connu l'esclavage à cause d'une grande demande d'esclaves pour le travail de la canne à sucre. Or, je ne vois pas cela. Je ne le vois pas, et je suis très intéressé de remarquer une chose ou deux. Les îles du sucre, quelles sont-elles? Madère d'abord, ça n'a pas duré très longtemps, et je ne vois pas d'esclaves prises sur place à Madère pour la bonne raison qu'il n'y avait pas, ou pratiquement pas, de population sur place. Madère n'a pas été étudiée, n'est-ce pas, du point de vue de l'implantation. L'histoire de Madère s'est faite à un moment où je travaillais moi-même, c'est-à-dire un moment où l'économique l'emportait sur tout. On a étudié le trafic, la production, on a fait des courbes, on a eu les prix, on n'a pas vu qui travaillait. Mais pour les Canaries, oui. Et pour les Canaries, ce que nous voyons, et cela m'intéresse beaucoup, n'est-ce pas, de vous le présenter, nous voyons le roi exiger, mais alors, le roi ou la reine, n'est-ce pas, et le conseil, exiger d'une façon absolue et très dure qu'en aucun cas il y ait de latifundia et qu'il y ait de grandes propriétés. Il refuse les propriétés acceptées à ces marchands génois qui sont tout près, n'est-ce pas, les Ribeyrolles, que je connais, Francesco Ribeyrolles, que je connais très bien. Interdiction, on exproprie, on le reprend. Lorsque le commandant de l'Armada, Alonso de Lugo, n'est-ce pas, a fait des repartimientos de ce genre-là, on revient en arrière. Et il faut, dit-il, une petite propriété, il faut des vecinos, n'est-ce pas, qui soient espagnols, avec femmes et enfants le plus vite possible, et il faut que les champs soient de petite dimension. Et dès qu'ils essayent d'amener des gens de barbarie, pas des Noirs encore vraiment, n'est-ce pas, comme esclaves, on les renvoie. Ça, il est certain, et alors là, le domaine canarien est tout à fait significatif de cette politique, une politique d'implantation humaine extrêmement dense, ténue, n'est-ce pas, de façon à éviter la spéculation marchande et à éviter ces problèmes-là. C'était une des conditions sine qua non qui permettait, n'est-ce pas, d'éviter l'esclavage. Le seul exemple, je le dis sans malveillance, n'est-ce pas, où l'on voit un développement de l'esclavage et de l'esclavage noir, naturellement, c'est plus au sud, dans l'île de São Tomé. C'est un historien allemand qui a étudié cela. En 1496, le roi du Portugal, Jean II, expulse les Juifs. Il en envoie beaucoup, il se réfugie, n'est-ce pas, absolument déconcerté, désespéré, dans cette île de São Tomé, et qu'il aurait livrée. Il la colonise, et l'on dit qu'ils ont plusieurs milliers d'esclaves noirs pour le développement de la canne à sucre. Donc la conclusion serait celle-ci, n'est-ce pas, c'est que dans la mesure où il y aurait une exploitation coloniale de l'esclavage, elle n'est pas exclusivement chrétienne. J'en arrive à ma dernière partie qui est peut-être évidemment davantage au cœur de notre propos, l'Église et les rois. Comment a-t-on réagi? Eh bien, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, il y a une réaction, il y a un refus contre cette mentalité générale, contre l'appétit du guerrier, n'est-ce pas, c'est certain, du conquérant, contre ce climat de violence, contre les profits que cela pouvait amener, il y a un certain refus.
pas? Ce matin, le recteur Imbert nous a parlé naturellement de Las Casas. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul du tout. Il a fait allusion aussi au frère Antonio Montesinos, qui l'a quand même précédé, 1511. Mais j'ai aussi le serment adressé au roi Manuel du Portugal, très peu de temps après la découverte de la terre de Santa Cruz, c'est-à-dire du Brésil, en 1500, par un frère, Pedro Bas de Caminha, qui dit « Sauvez ces gens, mais ne les laissez pas en servitude ». N'est-ce pas? Donc il y a eu dans l'Église. Mais je reviens un peu en arrière, vous m'excuserez, je trouve que c'était dans une certaine mesure dans l'air. Non pas, je le reprends, dans la psychologie ou dans le droit canon, on nous a dit que non, ni même à Rome, mais dans les gens sur place. Je le vois, prenons ce que je connais, c'est-à-dire cette ville de Gênes. Eh bien, Gênes voit arriver des esclaves plus ou moins chrétiens, même très chrétiens, bien qu'orthodoxes. Or, qui prend parti pour les tirer de l'esclavage, c'est l'évêque de Caffa. L'évêque de Caffa, en mer Noire, n'est-ce pas, qui de là-bas écrit, ou qui vient, lorsqu'il est enfin, si vous voulez, lorsqu'il a été remplacé, ou lorsqu'il fait le voyage, il est très sévère, là, et il demande la libération absolue. Donc nous avons, et je suis là en 1460, n'est-ce pas, ou même avant 53, bien avant Las Casas, n'est-ce pas, bien avant, nous avons déjà dans ce monde méditerranéen, pour certaines personnes qui sont confrontées à la réalité des choses, nous avons des réactions. Ces réactions, je dirais que quelquefois, elles sont tout à fait hypocrites, mais enfin quand même, elles apparaissent dans les actes d'affranchissement. Car cet esclavage de Venise, de Gênes, des villes italiennes, et dans une certaine mesure même de Catalogne, est un esclavage temporaire. À son testament, le maître affranchi. Toujours. Je ne vois pas d'esclavage héréditaire. N'est-ce pas? C'est déjà quelque chose de très différent. Et dans la formule d'affranchissement, alors ou bien on met n'importe quoi, pour faire comme tout le monde, service rendu, ou bien on parle de la dignité de l'homme, de l'égalité des hommes, de l'âme humaine, etc. Ça commence à nourrir. Il y a à Gênes un office clavorum pour régler les litiges, n'est-ce pas, de cela, et Venise a fait la même chose. Donc je dirais que, même si dans le fait médiéval, la mentalité est très solidement accrochée, elle peut, dans certains cas, évoluer, mais dans certains cas seulement, et pas forcément, dans les plus hautes sphères hiérarchiques. Voyons ce qui s'est produit. Alors, ce que je veux dire, et je voudrais vraiment insister un peu, là, de façon à ne pas trop manquer la conclusion, c'est que très tôt, la politique de Ferdinand et d'Isabelle a été sans faille. Elle est claire, elle est nette. Il y a colonisation. Ce que je m'empresse de dire n'avait jamais existé auparavant. Pas des comptoirs en Orient, bien entendu, pas de colonisation, ou alors la mise sur des terres qui sont peuplées d'orthodoxes, ce qui est un peu particulier, ou des musulmans qu'on ne peut pas convertir. Tandis que là, les Canaries, les Antilles, ensuite, c'est une colonisation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute, vous serez, les indigènes, sont des sujets. En tant que sujets, ils ne peuvent pas être esclaves. Il n'y a pas que l'évangélisation, bien sûr, on la met en avant, mais le caractère de sujet du roi, des rois catholiques. Et là, dès que l'on peut déterminer qu'ils sont sujets et chrétiens, n'est-ce pas, ils ne peuvent pas être esclaves. Et l'on a à ce sujet de très gros recueils de documents, j'en évoque deux, aux deux extrémités, je dirais, ou presque de la chaîne de l'action. Il y a écrit par il y a une trentaine d'années, une de mes collègues de Valence, le livre qui reproduit toutes les présentations d'esclaves dans la ville de Valence, en Espagne. Dès que l'on importe un esclave, on ne le possède pas tant qu'on ne l'a pas présenté à la justice royale ou à ses officiers. Il faut le présenter au bail, n'est-ce pas, indiquer la provenance, les circonstances, l'ethnie, la religion, l'âge, les maladies. L'esclave est interrogé. C'est comme ça que tout à l'heure j'avais quelques renseignements sur les avatars de sa capture, et c'est seulement lorsqu'il est harustar, l'on dit, lorsqu'on a bien réglé l'affaire, que la propriété est confirmée et que l'on peut le vendre, n'est-ce pas? Et si ça ne va pas, s'il n'est pas de buona guerra, il est renvoyé, n'est-ce pas? Et on rembourse l'acheteur. Et là, nous avons quantité d'actes à Valence où l'on voit l'obligation de rembourser. À l'autre extrémité, j'aurais pu continuer par cela,
commencer par cela, l'on a l'affaire des Canaries. Alors là, ça a été très très bien publié par mon collègue espagnol qui tient là, depuis quelques années la chaire à la Laguna et qui n'en bougera pas car il est du pays, ce qui change avec les va-et-vient habituels de ces universités un peu lointaines pour l'Espagne, Eduardo Aznar, n'est-ce pas? Il a très bien publié cela et il montre l'action du Conseil royal du roi de la reine devant les Canariens que l'on amène comme cela, n'est-ce pas, à Séville, à Cadiz et ailleurs. Il y a des enquêtes royales extrêmement précises sur la qualité de servitude, sur les origines, sur les circonstances. Les esclaves peuvent venir protester et dire mais pas du tout, moi je suis chrétien, ça s'est passé comme ça, etc. N'est-ce pas? Et l'on a à ce moment-là non seulement des restitutions qui sont obligatoires, mais l'on a des enquêtes qui disent qu'il faut aller rechercher les esclaves à Palos, à Moderne, à Moguer, à Cadiz, ailleurs, voir d'où ils viennent, jusqu'aux Baléares, quelquefois, on va les rechercher et on les renvoie aux Canaries aux frais de celui qui les a amenés d'une façon illicite, n'est-ce pas? Il y a là, je recherche très vite, n'est-ce pas, le nombre, très exactement en 10 ans ou à peu près. Entre 1490 et 1500, Aznar a publié plus de 100 cas, comme ça, de restitution, n'est-ce pas, à la suite d'enquêtes du Conseil du Seio de Séville. Donc la chose est entendue, il n'est pas question, n'est-ce pas, de faire esclaves des Canariens. Alors évidemment, il y a les contestations, la rébellion de 1489. Les gouverneurs sont condamnés. Ils n'ont pas, assassinat c'est entendu, on va rechercher les coupables, de l'assassinat, mais vous n'aviez pas à faire des razzias et à prendre 2000 personnes comme ça, vous allez renvoyer tout, et tant pis pour vous, vous allez rembourser, n'est-ce pas? Et il y a aussi le cas de la conquête de Ténérife, n'est-ce pas, où l'on a quelquefois un peu exagéré en disant, bien sûr, les tribus hostiles, esclaves, mais ceux qui étaient derrière nous, qui étaient-elles exactement, n'est-ce pas? On n'a pas fait le partage comme il aurait fallu. Mais enfin, la politique, n'est-ce pas, je le répète, est très clairement affirmée. Cette politique était plus difficile peut-être à appliquer pour les Indes occidentales, naturellement, mais ce qui est de certain aussi, c'est qu'à partir d'un certain moment, et dès le 3e voyage de Colomb, n'est-ce pas, dès le 3e voyage, Colomb sent bien qu'il ne peut pas. Il a envoyé des esclaves en Andalousie. Il a raconté, ils sont beaucoup moins chers que les Noirs d'Afrique, n'est-ce pas? Vous allez gagner de l'argent avec ça. Ils sont vigoureux, ils sont gentils, puis emmener des femmes avec eux, comme ça ils ne vont pas s'ennuyer, n'est-ce pas? Ils vont supporter le climat. Et autre chose, finalement, il est obligé de capituler. Et lorsqu'il écrit à un moment, à la fin du 3e voyage, je cite, « Le bon vouloir du roi et de la reine, qui aspire bien davantage au salut de ces gens qu'à n'importe quelle richesse que l'on pourrait tirer d'ici. » Ça, c'est très net. C'est lui qui le dit, et il ne le dit pas de bon cœur. Parce que lui, il est, n'est-ce pas, nourri dans la mentalité que j'ai essayé de définir tout à l'heure. Et les instructions pour le 4e voyage, instructions royales données au 4e voyage à Colomb, sont très claires. Vous ne ferez pas de captifs. Vous ne ferez pas d'esclaves. En 1501, deux navires quittent Séville, financés en partie par la reine, en partie par Isabelle, commandés par Cristobal Guerra et par un Diego de Grajeda, qui sont des hommes de Jerez. Ils devaient aller du côté de las Margaritas, n'est-ce pas? Ils devaient aller chercher des perles, vraisemblablement. Ils ont été portés par la tempête, ils n'ont pas très bien réussi, ils n'ont pas ramené de perles. Ils ont été très mal accueillis par les Indiens qui leur ont lancé beaucoup de flèches. Ils en ont ramené beaucoup. Ils ont été immédiatement disgraciés. Immédiatement. Il y a une enquête terrible, n'est-ce pas, du corregidor de Jerez, qui a poursuivi partout ces deux-là, qui a recherché les 10 Indiens et qui a condamné les 2 capitaines à les renvoyer chez eux. L'année d'après arrive, et je marque la chose de façon à me faire comprendre, une autre petite armada qui en ramène autant des esclaves. Ceux-là, on les accepte, parce qu'ils ont été rasiés sur les côtes du Brésil, dans le domaine portugais, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sujets du roi de Castille, n'est-ce pas? Donc la mentalité existe, mais la politique, n'est-ce pas, est là, et qui a défini une ligne à laquelle on voudrait bien s'en tenir. Et enfin, je finirai, avant les conclusions, par évoquer une affaire qui a été très très bien étudiée dans un très gros livre, n'est-ce pas, que mon collègue Le Flem doit connaître, sur
les perles de la Margarita, n'est-ce pas, de Enrique Otte, n'est-ce pas, qui a bien marqué toute cette implantation dans ce monde si difficile de la nouvelle Carthagène, n'est-ce pas, qui est là, et l'on a voulu établir et faire des razzias. Les rescates, c'était une véritable industrie. Ils partaient de Saint-Domingue, pas de Santo Domingo, de la ville elle-même sur le flanc sud de l'île, mais du nord, n'est-ce pas, un peu clandestin, ces actions clandestines. Et là, le roi s'est opposé. C'était très dur, n'est-ce pas? Il a aidé les franciscains, il leur a aidé à dire... Alors, la différence a été très claire. Il a dit, voyons, on faisait des enquêtes sans arrêt, vous m'excuserez d'être si précis, et il faut quand même le dire, sont-ils cannibales ou pas? S'ils sont cannibales, s'ils sont sauvages, s'ils sont caraïbes, alors les autres disaient, mais bien sûr qu'ils sont, n'est-ce pas, les capitaines des rescates. Mais les enquêtes se poursuivaient. Et finalement, les franciscains n'étaient pas du tout d'accord pour dire, nous ne sommes quand même que vers 1505, n'est-ce pas, puis ensuite 1510, bien avant l'action de Las Casas. Et dans la mesure donc où l'on tolérait, j'en finis là, dans la mesure où l'on tolérait cet esclavage des Indiens, il fallait qu'ils soient donc rebelles, anthropophages, alors là, et ou alors il y avait quelque chose quand même, je ne veux rien sceller, il y a quelque chose de très curieux, les toutes premières îles découvertes par Colomb, les Lucay, n'est-ce pas, Salvador, etc., on les a appelées les Islas Inutilas, n'est-ce pas, les îles inutiles, pas de colonisation, pas d'implantation, pas de royaume, alors ils pouvaient, n'est-ce pas, ils les prenaient pour une main-d'œuvre des mines. Donc je lis très clairement le fait à un phénomène de caractère à la fois religieux et politique. Et alors, si vous voulez, ma conclusion va être double, pas davantage, et serait celle-ci. C'est que, effectivement, il n'y a pas, ou très peu, d'esclavage des Ganches et des Indiens. Très peu. Et les spéculateurs marchands, quelques-uns fort actifs, les entrepreneurs de colonisation, non pas outre-mer, mais en Andalousie ou dans la région de Valence, n'est-ce pas, qui voulaient développer la canne à sucre, qui voulaient développer un certain type de culture et qui fondaient leurs espoirs sur l'esclavage pour développer, n'ont pas réussi. N'est-ce pas? Il n'y a pas d'évolution de l'économie de l'Andalousie et de l'économie des plaines du Levant en fonction de cela. Alors, ceci est très clair. Le seul recours, cela a été un peu abordé ce matin, n'est-ce pas, était naturellement les Noirs. Les Noirs, oui. Les Noirs l'ont accepté. Les rois ont largement, comme au Portugal, accepté l'esclavage des Noirs, qui n'étaient pas évangélisés, qui n'étaient pas colonisés. Alors ce serait une erreur de parler de colonisation. L'Afrique n'a jamais, à cette époque-là, été colonisée. On faisait des comptoirs et on achetait, n'est-ce pas, les Noirs aux gens qui venaient là. Et il y a effectivement un très très gros trafic, n'est-ce pas? Ce matin, j'essayais de donner des chiffres, je serai plus précis, c'est par milliers, que dès 1460, par centaines, puis par milliers, à partir de 1480, on connaît, n'est-ce pas, la Guinée, Saint-Georges de la Mina pour les Portugais, on sait aussi comment les Espagnols faisaient. Cet esclavage noir s'est très largement développé, très largement, n'est-ce pas? Il n'a pas été interdit, mais ma conclusion, ou mes nuances porteraient sur ce fait, n'est-ce pas, c'est qu'il n'est pas lié au phénomène de colonisation, à tel point que le plus gros, et de très loin, le plus gros de ces effectifs, de ces malheureux qui étaient emmenés en esclavage, ne vont pas en colonisation outre-Atlantique, ils vont dans la péninsule ibérique, n'est-ce pas? C'est Valence, c'est Séville, c'est le prolongement de l'esclavage médiéval méditerranéen de tout à l'heure. L'esclavage noir, le développement de cet esclavage noir n'a pas été développé, si vous voulez, suscité par la colonisation outre-Atlantique, il a seulement apporté un renfort et un développement à quelque chose qui était très ancien. 2000 Noirs au moins sont vendus par un seul Florentin en 9 ans, 8 ans, sur le marché de Valence, n'est-ce pas? Portugais, Florentin, Génois, Valence, naturellement. Alors Valence pour la canne à sucre, car c'est là que la grande maison allemande de Ravensburg, près du lac de Constance, n'est-ce pas, avait développé la culture de la canne à sucre là et utilisait des Noirs. Séville, bien entendu, pour la domesticité ou autre chose. Donc, voyez-vous, je crois que, dans une certaine mesure, le fait que l'on assiste à ce moment-là à un phénomène de colonisation très développé, pris en charge par une autorité
qui tient compte, bien sûr, de la dignité humaine et de la dignité de sujet, n'est-ce pas, et de la valeur de son autorité politique, et puis aussi des impératifs chrétiens, a peu à peu amené à prendre conscience du fait qu'il fallait extirper, que l'on essayait d'extirper la notion d'esclavage des mentalités. Je vous remercie. Je remercie en votre nom, Monsieur Herz, pour cet exposé très nouveau, très neuf et extrêmement précis. Il est certain que dans les habitudes, dans les manuels, dans les ouvrages, on a un tableau très résumé et fait en somme d'approximation, et dans lequel on cache une partie de la réalité. Quand on se penche sur les dépouillements qui ont été faits, sur les travaux, on arrive à cette étude très nuancée qu'a présentée M. Herz, et on voit qu'il y avait une survivance de l'esclavage et un maintien de l'esclavage aux bordures de la Méditerranée, et que cela entraînait une transformation des mentalités, et qu'une partie de la population, et même des gouvernements, n'étaient pas choqués par cet état. Et il est très intéressant de voir que progressivement, au niveau gouvernemental, des notions comme la notion de sujet, la notion de certaine cohérence des esprits, une notion de dignité humaine, etc., amènent le gouvernement à nuancer. Et sans abolir complètement l'esclavage, à le cantonner dans certains domaines, le limiter, et dès qu'on limite, il est certain que l'institution commence à avoir une autre histoire qui l'amènera vers sa fin. Par conséquent, on a une légende noire qui consiste à dire que ce sont les colonisateurs espagnols ou portugais qui ont développé un esclavage qui n'aurait plus existé, quand en réalité, il y avait l'esclavage survivant depuis l'Antiquité dans les bords de la Méditerranée, et que cet esclavage a plutôt été limité ensuite par l'action des rois catholiques, de Ferdinand et d'Isabelle, par exemple, n'est-ce pas ? Le tableau est beaucoup plus nuancé qu'on ne le croit quand on fait une synthèse générale, et le mérite de M. Herz, c'est de nous mettre au courant de ces travaux très nombreux, très importants, mais qu'on ne connaît pas assez en France, parce qu'ils sont faits en espagnol, et vraiment, ce qu'il nous apporte est tout à fait neuf, et nous permet d'avoir des perspectives qui permettent de nuancer la réalité. Et il ne s'agit pas de faire une légende dorée en face d'une légende noire, mais la réalité est beaucoup plus nuancée et beaucoup plus modulée que ne se laisse penser une synthèse trop rapide dans laquelle on aboutit à des conclusions catégoriques qui n'ont rien à voir avec la réalité humaine qui est variable et souvent très confuse parce qu'elle s'attache à des précédents lointains et elle ne se dirige vers l'avenir que par des touches progressives, successives. Si quelqu'un demande la parole pour demander quelques explications. Vous avez un micro, je crois. Excusez-moi. Merci beaucoup de cet exposé remarquable et très riche et très nuancé. Je voudrais simplement peut-être vous ajouter une nuance, si vous permettez. En langage actuel, vous avez essentiellement parlé des esclaves d'une façon générale. Vous avez bien fait remarquer que dans l'esclavage temporaire, souvent guerrier par la suite de Rabia, voire économique. Or, aujourd'hui, les marchands d'hommes, ça existe, et les prisonniers de guerre qui travaillaient après la guerre, on les appelait pas des esclaves. Donc, je veux dire que cette petite nuance, je l'ajoute parce que ça va dans le sens de ce que vous avez dit. Il serait peut-être bon de rappeler les mots de captifs que vous avez indiqués, parce que finalement, il y avait quand même toute une catégorie d'esclaves, et les vrais esclaves sont ceux qui n'étaient pas, comment dirais, affranchis, qui n'étaient pas domestiques, ou qui n'étaient pas rangés d'après rançon ou ceux qui n'étaient pas. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. La différence peut-être avec une époque que vous êtes en train d'évoquer, qui est très proche de nous, ou actuelle, est que le statut juridique est défini, n'est-ce pas ? Il n'y a rien d'occulte, il n'y a rien de caché, ça c'est certain. Oui. Moi, je remercie le professeur Herz de son exposé, et il me faisait songer à un événement auquel a été mêlé le roi Ferdinand avant d'accéder au trône. Il accède au trône beaucoup plus
tard qu'Isabelle. Or, il y a une guerre en Catalogne qui se déroule, une guerre civile, la guerre de Remença, de 1465 à 1472 en gros, et le roi Ferdinand a été mêlé à un compromis qui permettait à des gens qui n'étaient pas des esclaves, mais attachés à la terre durement, et qui devaient se racheter pour pouvoir s'en aller ailleurs. Il est arrivé à un compromis libérant pas mal de gens. Donc il y a tout, j'ai parlé de l'idéal de croisade ce matin, mais il y a tout un idéal de liberté à travers les rois catholiques. Déjà. Ça choquerait certainement les gens si je disais ça, mais je remercie à chacun qui m'a répondu. Pardon, excusez-moi, monsieur. Juste un mot. D'abord, j'ai été passionné par votre exposé, qui est infiniment original, et je dois dire que je trouve, ça va vous arracher des larmes de sang sûrement, c'est extrêmement fâcheux parce que votre analyse va tout à fait à l'encontre des élucubrations marxistes. Ça m'ennuie beaucoup, oui. Cela dit, sur le statut de l'esclave chrétien, alors quel est-il? L'esclave chrétien qui est vendu à Venise, est-ce qu'il peut constituer une famille malgré tout? Nous ne quitterons pas de bonheur, vous savez, si je dois développer la chose. Bon, il est chrétien, sans aucun doute. D'ailleurs, la chose est claire, n'est-ce pas? Je vous ai dit que Venise, Gênes n'ont pas d'esclaves musulmans, très peu. Les esclaves de Catalogne et de Valence gardent les noms musulmans. À Venise et à Gênes, ils ont tous des noms chrétiens. Et des noms orientaux, en particulier Hélène, par exemple, pour les femmes, ça c'est très net. Il y a toute une étude, naturellement, du nom de baptême à voir. Ils pratiquent, ils ont leur dévotion, ils ont leur confrérie, etc., n'est-ce pas? Alors, ils sont affranchis à la mort du maître. Mais ils sont également affranchis en cas de mariage. Bon. Si l'artisan du coin, qui a un peu longuement visité la maison du maître ou d'un autre artisan, rachète à ce moment-là, bon, bien entendu, c'est la liberté immédiate. Dans le cas de concubinage ou donc de bâtardise, à ce moment-là, il n'y a pas de mariage. La femme, car 80% de femmes, n'est-ce pas, j'ai dit un esclavage domestique, la femme n'a pas d'autre nom que son nom de baptême, et son enfant, qu'il soit mâle ou femelle, ou fille, n'est-ce pas, prendra au bout d'un certain temps le nom de la famille d'accueil ou du maître. Donc vous avez, ça je le développe longuement quelquefois pour mes étudiants qui seront amusés, n'est-ce pas, vous avez des Doria, des Spinola qui sont fils d'esclaves, c'est évident. C'est évident. Merci. Monsieur. Quand vous évoquez l'affranchissement par voie testamentaire, c'est quelque chose de très classique en droit romain, mais en droit romain, on limitait la possibilité d'affranchir. Est-ce que pour maintenir quand même un certain quota d'œuvres serviles, et si je vous suis bien, normalement ces limites ont disparu. Absolument. Elles ont disparu. La seule limite, si vous voulez, elle est annoncée par le maître, qui dit généralement j'affranchis tel ou tel esclave. Alors s'il y en a 3, 4, bon, il n'en retient qu'une. Il dit à condition que vous serviez ma veuve le temps de sa vie. C'est tout. Voilà. Oui, je tiens à remercier, à féliciter le professeur Herz de cette brillante communication. Le professeur Herz, dans l'ignorance que beaucoup d'historiens ont de ce problème de l'esclavage à la limite du Moyen-Âge et des temps modernes, a fait allusion à la responsabilité de certains historiens médiévistes. Je dois dire que la responsabilité des historiens modernistes, auxquels par discrétion vous n'avez pas fait allusion, chers collègues, est entière, parce que très souvent, ils se sont abstenus d'essayer de faire le bilan de la situation au moment où commence les temps modernes, suivant, disons, l'exception la plus générale. Et le cloisonnement entre l'histoire médiévale et l'histoire moderne est tout à fait fâcheux. Voilà. Non seulement tout à fait de votre avis. Pour l'étude des études européennes, mais pour l'étude de problèmes. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs. Je crois que j'étonnerai ou choquerai très peu d'entre vous en disant que ces célébrations, j'allais dire, auxquelles nous sommes soumises, dès qu'elles tombent dans un large domaine public, ne sont plus seulement célébrations, mais véhicules de slogans, d'idées toutes faites,
et en définitive de très graves désinformations. Parmi cet éventail des idées fausses que l'on nous resserre constamment, je m'attarderai aujourd'hui devant vous à essayer de détruire, ou tout au moins de nuancer très largement l'une d'elles, à savoir que l'esclavage, et l'esclavage dans une large mesure, serait né précisément de cette colonisation ibérique d'outre-Atlantique, à savoir dans les Antilles ou sur la terre ferme, plus précisément de la Nouvelle-Espagne tout d'abord. C'est non seulement ce qui est tombé dans ce que j'appellerais les ouvrages de vulgarisation, mais c'est ce qui a été véhiculé, affirmé par des historiens, même généralement respectés. Je n'en prendrai que pour exemple le livre d'Henri Pirenne, historien qui a encore une très large renommée, malgré les aperçus quelquefois audacieux dont il fut victime, les raccourcis, je dirais plutôt que les aperçus, qui, dans les grands courants de l'histoire universelle, à la page 301 très exactement, disait qu'il n'y avait plus d'esclavage à partir du XIe siècle, à partir du moment des attaques, n'est-ce pas, des Carolingiens contre les Saxons, puis Verdun, la fabrique d'eunuques de Verdun, puis les ventes, n'est-ce pas, dans le Maghreb, qu'il n'y avait plus là d'esclavage jusqu'aux navigations portugaises au large de l'Afrique, et donc par conséquent ensuite vers l'Amérique. Cette préposition est très largement admise, et je dois dire que naturellement je parle de choses qui pour moi datent déjà et dont je ne voudrais pas dénombrer exactement le nombre d'années, mais je me suis toujours très très fortement étonné de voir quelle est la distorsion entre d'un côté peut-être, je n'exagère pas, là où les centaines d'articles et d'ouvrages qui sont consacrés à l'esclavage médiéval dans toutes les civilisations de l'époque, d'une part, et d'autre part nos manuels qui n'en parlent pas, ou qui l'occultent complètement, ou qui le minimisent très largement. Mon propos aujourd'hui, dans le temps qui m'est là imparti, est de montrer d'une part que l'esclavage était très largement répandu dans toutes les civilisations connues, ou encore inconnues, du monde au moment des grandes découvertes, qu'il avait pénétré toutes les mentalités, que cette pénétration était indéracinable, d'une part, ce sera le premier point de ma proposition, et le second étant que dans la mesure où cet esclavage s'est maintenu et peut être effectivement développé au temps de la colonisation outre-Atlantique, ce sont les autorités, ne disons pas ibériques, car je vous l'avoue dès maintenant, je suis mal renseigné sur le Portugal, mais ce sont les rois catholiques qui y ont porté un frein, et qui, donc, je dirais que le couple colonisation-esclavage doit s'interpréter, non pas dans le sens habituel, mais dans le sens au contraire d'une sorte de refus, ou tout au moins de mise en œuvre. Mon premier point est donc précédent, contexte, l'esclavage médiéval sur lequel l'on pourrait, ce n'est pas nos propos, mais parler pendant des heures et des heures. Il est entendu qu'au temps des grandes découvertes, c'est un phénomène quasi universel, et tout au moins, si l'homme de Paris ne le voit que d'une façon assez lointaine, l'homme qui part de Séville, ou tout au moins de Palos, n'est-ce pas, vous voyez de qui je parle, cet homme-là est imbu de cette idée, et que tous ceux qui l'ont succédé sont naturellement admis à considérer que l'esclavage est la chose la plus naturelle du monde et la mieux admise dans tous les milieux, y compris, d'ailleurs, je vais le développer dans un instant, les milieux ecclésiastiques. Donc le problème, le premier point, avant d'entrer dans cette description qui vaut la peine quand même résumée, d'être évoquée, le premier point est de se demander pourquoi cette occultation, nous en sommes là, n'est-ce pas, pourquoi l'on n'a pas voulu ou l'on n'a pas su dire qu'il y avait tant de cette servitude, je ne parle pas des serfs ruraux, n'est-ce pas, attachés à la glèbe, etc., c'est extrêmement différent, tout au moins c'est différent. Mais pourquoi non? Je crois qu'il y a des idées simples, acceptables, et il y a aussi de mauvaises intentions. Et cela n'a pas cessé, finalement. Les idées simples et acceptables seraient d'abord une certaine méconnaissance du monde médiéval, qui n'a été approché que timidement sur le plan économique et social, surtout sur le plan social, et qui, dans la mesure où il était approché, a donné lieu, je sais dont je parle, car j'en ai été à la fois victime et complice, n'est-ce pas, à des études strictement économiques. On comptait les trafics, les ballots, les navires, on mesurait et on essayait de faire des courbes, la société restant inconnue. Cette appréhension de la société médiévale était mal connue. D'autre part, encore justifiable,
une autre attitude ou une autre insuffisance, qui est la méconnaissance du monde, j'allais dire méditerranéen, puisque j'englobe le Portugal, je vais dire méridional, n'est-ce pas? Il est certain que, et ce n'est pas une critique, mais c'est une constatation, que dans la mesure où l'on a fait de l'histoire économique et sociale, elle a été faite de Paris, de Bruxelles, de Bruges, par des historiens de valeur qui n'avaient pas beaucoup voyagé et qui n'avaient pas beaucoup lu sur le monde méridional. Ils ont commis les mêmes erreurs là que celles qu'ils ont commises dans tous les domaines de l'histoire sociale, en particulier lorsque nos manuels habituels des lycées, et du temps où il y avait quelque chose dans les manuels des lycées, n'est-ce pas, disaient très clairement que la féodalité eh bien s'appliquait à l'ensemble de la France, et je ne vois pas comment mes collègues professeurs à Toulouse pouvaient, n'est-ce pas, expliquer à leurs élèves ce qu'ils lisaient sur la féodalité capétienne des temps des Capétiens de l'Île-de-France. Donc le monde méridional, là où s'appliquait l'esclavage, n'était pas connu. Très peu connu par nos maîtres, il faut bien le dire, et je ne porte là aucun jugement, n'est-ce pas, dépréciateur. Mais les mauvaises intentions étaient là aussi, n'est-ce pas? D'abord, la légende noire, dont M. le recteur Durand nous parlera tout à l'heure, cette légende noire très fortement racinée en France par anticléricalisme et par anti-hispanisme. Ça, je ne vais pas plus loin, ça c'est très clair. Tout ce qui est l'histoire de la maison d'Autriche même, et autres, nous sommes anti-espagnols, n'est-ce pas, à un certain moment de notre historiographie. Un anticolonialisme acharné aussi, qui a repris, bien entendu, des racines il n'y a pas si longtemps. Et puis, je dirais, c'est là une réflexion qui m'est venue en tête il n'y a pas si longtemps, j'y pense, et nous allons tout à l'heure définir les limites géographiques de cet esclavage médiéval. Or, ces limites, l'esclavage est surtout dans le monde chrétien, et surtout pratiqué dans le monde ibérique, bien sûr, mais bien davantage encore, tout au moins, tout autant, dans le monde italien, dans les villes d'Italie. Or, dans une certaine idéologie du 19e, et je dirais jusqu'à ces derniers moments, jusqu'aux générations d'historiens que nous avons formés, la ville d'Italie, c'est la démocratie, n'est-ce pas? C'est le matin radieux, sinon peut-être c'est la République en tout cas. Comment concilier de telles vertus politiques avec de telles condamnations, n'est-ce pas, de l'esclavage? Donc il valait mieux gommer tout cela, comme on a gommé beaucoup d'aspects de la civilisation urbaine de l'Italie, à savoir les guerres civiles, par exemple, les luttes atroces entre les partis, les luttes entre les villes elles-mêmes. Mais on a donné une image idéalisée de ces villes, et naturellement il n'était pas de bon ton de montrer cela. Donc voilà les raisons. Les raisons, j'en arrive maintenant à un essai de description que je veux très très rapide, et qui m'amène à dire que dans le monde méditerranéen chrétien, l'esclavage au moment où Christophe Colomb lève l'ancre, ou au moment où il quitte Savone pour s'en aller chercher fortune du côté de Lisbonne, cet esclavage est très très largement répandu dans toutes les villes de la bordure méditerranéenne. Les limites seraient intéressantes, elles peuvent être définies très facilement, elles ne sont pas faciles à expliquer. L'Italie entière, la péninsule ibérique quasi entière, Roussillon, Languedoc méridional, Provence, oui, mais pas plus au nord. Et pourquoi, je ne sais pas, n'est-ce pas? Des esclaves à Marseille, à Avignon, pas à Valence. Des esclaves, naturellement, à Perpignan, à Montpellier, et par là, pas à Toulouse. En tout cas, donc, c'est un phénomène qui est vraiment méditerranéen, n'est-ce pas, qui est important, qui est développé. J'en parlais il y a quelques jours à mes étudiants, mais très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. J'estime, par exemple, qu'il y avait bien 3000 femmes esclaves, car l'esclavage est domestique, dans la ville de Gênes, ce qui, pour des jeunes femmes de 18 à 22 ans, devait représenter près de 10% de la population féminine du même âge. Alors, ce n'est pas négligeable, c'est au contraire très, très appréciable. Alors, voilà le phénomène brut tel qu'il est. J'essaye, si vous voulez bien, d'en chercher les raisons, puis ensuite d'en voir les origines et la nature. Les raisons ne sont pas non plus faciles à démêler. Je vais vite. Héritage de l'Antiquité, bien sûr, pourquoi pas. Nous sommes méditerranéens, on a gardé le droit en question, et je crois que les formules de vente d'esclaves ou d'affranchissement sont exactement copiées sur ce qu'avait connu le droit romain. Influence de l'islam, c'est entendu,
Là, je crois aussi que l'on peut le dire, j'y viens à l'instant sur l'islam. Et puis aussi tout de même la lutte dans une certaine mesure, et là je vais essayer d'être nuancé car la chose est évidemment beaucoup plus délicate à définir, l'influence de la lutte contre le rebelle d'une façon générale, de celui qui se dresse contre l'autorité. C'est ainsi, par exemple, que l'on a réduit en esclavage, pas en servitude domestique habituelle, mais en esclavage les Sardes lorsqu'ils se révoltaient contre le roi d'Aragon, ou quelques Corses contre la République, la démocratie génoise, n'est-ce pas? Mais surtout les rebelles contre l'Église, il faut le dire, n'est-ce pas? Et cela nourrira un peu ma conclusion tout à l'heure, l'Église de Rome. Et Rome, l'Église n'admet pas, l'hérétique est à la limite passible d'esclavage. Lorsque les Grecs se réfugient, fuyant, n'est-ce pas, Constantinople, fuyant, pardon, l'avance des Turcs, on les prend comme esclaves jusqu'à ce que leur orthodoxie soit effacée pendant un certain nombre d'années. Les papes ont admis l'esclavage de ceux, par exemple, qui pillaient, dérobaient ou volaient ou tuaient des pèlerins dans tel ou tel pèlerinage. C'était admis. Lorsque, 14e ou 15e siècle encore, la papauté s'immisce dans les querelles politiques de l'Italie, nous avons, et nous savons les conséquences, il faut le dire clairement, une bulle pontificale qui, protégeant la ville de Ferrare, voyant les Vénitiens déclarer la guerre à Ferrare, dit carrément que tous les Vénitiens là, pris prisonniers, seront passibles et de la confiscation de leurs biens et de leur réduction en esclavage, n'est-ce pas? Donc il y a cette mentalité, disons-le, à pénétrer absolument tous les milieux sociaux et toutes les mentalités, y compris, n'est-ce pas, par une suite, bien entendu, d'accommodement quelquefois, y compris les milieux religieux, avec, bien sûr, il faut le dire aussi, avec cette idée que cet esclavage ne sera pas définitif, qu'il est une phase de l'évangélisation, de la façon de faire rentrer les gens dans le sein d'une civilisation quelconque, et d'une civilisation chrétienne, et donc du christianisme catholique. Cet esclavage qui est tellement, tellement développé, n'est-ce pas, dans le monde méditerranéen, au Moyen-Âge, tient à différentes origines, et je crois qu'il faut le préciser. La guerre et la piraterie, nous allons très vite là-dessus, c'est évident. Et ça, c'est une chose fondamentale. Dès qu'il y a conflit, dès qu'il y a piraterie, on admet que les prisonniers soient des esclaves, à tel point que si l'on étudie l'origine étymologique du mot, le mot esclave apparaît relativement tard. Je le vois commun à Venise et à Gênes. Il n'existe pas, par exemple, à l'époque, ou pas beaucoup, à Valence et à Barcelone, qui sont en guerre constamment, davantage avec les musulmans. Le mot est captif. Il n'y a pas de mot d'esclave, n'est-ce pas? On dit capto, captif. Je ne prendrai pas le ridicule de le prononcer ni en catalan ni en valencien, mais enfin c'est ce que je vois dans les textes, n'est-ce pas? Donc le captif de guerre, le captif de piraterie, Orient, Occident, n'est-ce pas? Et on voit un peu tout ce que l'on peut. Esclavage pour dette aussi. Esclavage temporaire, peut-être, très largement pratiqué dans l'Adriatique, en particulier à Raguse, avec donc une osmose et une contamination pour Venise, Dalmatie, n'est-ce pas? Et ces Grecs, ces jeunes femmes grecques dont je vous parlais tout à l'heure, qui fuyaient l'avance des Turcs, n'est-ce pas, dans les Balkans, devenaient automatiquement esclaves, non pas vraiment parce qu'elles étaient orthodoxes, mais parce qu'elles n'avaient pas pu payer leur passage. Donc il y avait là le capitaine du navire, le commandant, des intermédiaires qu'on appelait les proxénètes, qui se disaient, tant que vous n'aurez pas remboursé, ben, je vous vends, et il fallait en venir là. Puis alors, et dans une très très large mesure, et je crois que cela n'a pas été suffisamment souligné, car nous joignons toujours l'idée d'esclavage à l'idée de violence, de capture, n'est-ce pas, ce que je viens effectivement d'affirmer, mais la traite tout simplement, l'achat aux populations qui se débarrassent, dans des situations économiques ou par des traditions ancestrales très bien affirmées, qui se débarrassent de certains de leurs enfants. C'est ainsi par exemple que, je le reprends, si l'esclave est surtout musulman, du Maghreb en Catalogne et à Valence, il est oriental, de mer Noire, russe, tatar, migrélien, caucasien, circasien, etc., n'est-ce pas, acheté et non pas capturé. Or, je mets l'accent sur cette affaire de la traite, n'est-ce pas, car naturellement, vous verrez qu'il y a les prolongements que l'on sait à l'époque coloniale. Donc voilà où l'on en est. Or, ce que je peux dire, n'est-ce pas, c'est que, bien entendu,
disons-le, et nous allons terminer comme cela avec ce monde chrétien médiéval, bien entendu, les formes sont diverses. Ce n'est pas un esclavage économique à la façon des anciens ou à la façon des musulmans, non plus. C'est surtout, mais pas partout, mais c'est surtout pour l'Italie un esclavage domestique, des femmes, des jeunes femmes qui sont servantes, nourrices, etc., lorsqu'elles ont des enfants, et avec une cohabitation, une intimité, n'est-ce pas, qui est évidemment très forte. Mais ce sur quoi je voudrais insister là-dessus, c'est qu'il n'y a, vers la fin de ce que nous appelons, par commodité pédagogique et commodité de langue, la fin du Moyen-Âge, il n'y a pas de disparition ou même de diminution ou d'affaiblissement de ces pratiques de l'esclavage. Absolument pas, je dirais presque au contraire. Et je l'ai dit tout à l'heure, puisque je savais qu'il n'était pas là cet après-midi, je l'ai dit au recteur Humbert, ah oui, bien sûr, l'on fait captif lors des guerres des infidèles, des musulmans, mais les chrétiens aussi. Il est habituel, au XVe siècle, de faire des captifs chrétiens dans de larges campagnes. Non pas forcément rebelles, on prend. J'ai des exemples qui sont extrêmement précis, je viens d'en reprendre un dans une lecture tout à fait récente, dans le sud de l'Espagne. C'est intéressant, puisque c'est de là que tout partira, entre les terres du duc de Medina Sidonia, n'est-ce pas, et celles royales, entre ce qu'on appelle la Niebla, d'où partira Colombe, avec Palos et Moguer, et pas Moguer, avec Palos, et au contraire, le domaine royal, la frontière est encore incertaine, n'est-ce pas, il ne s'agit pas de frontière musulmane, et l'on fait des razzias, et l'on ramène des esclaves. Je dirais aussi que vers la fin de ce que nous appelons le Moyen-Âge, il y aurait même une aggravation de l'esclavage qui est due, et cela peut choquer l'idée que nous nous faisons de la libération merveilleuse de l'homme au temps de la Renaissance, par contamination des mœurs antiques. C'est le moment où l'on développe le triomphe, n'est-ce pas, très largement, avec les prisonniers enchaînés. J'ai deux exemples. Cola di Rienzo, le tribun populaire, 1340 et quelque chose, n'est-ce pas, lance une guerre contre les barons romains du côté du lac de Braccione, etc. Il revient avec des troupes d'esclaves. Naturellement, c'était des clients des barons, on peut y aller. Et il les vend sur le marché de Rome. En 1501, les armées françaises de Louis XII, le roi de France en tête, allié à César Borgia, ont bien du mal à mettre à raison la ville de Capoue, qui sur leur chemin leur résiste un peu trop longtemps. La ville tombe, on massacre tous les hommes, les enfants mâles aussi, n'est-ce pas, 1501. Les femmes, vous voyez leur destin, immédiatement, pour celles qui ne sont pas jetées dans les puits. Et après cela, on les emmène et on les vend sur le marché de Rome. Nous sommes en 1501, ce sont des chrétiennes de Capoue. Donc, nous voyons que dire que dans les mentalités, l'esclavage a pu se développer au temps de la colonisation ibérique est évidemment une construction de l'esprit absolument totale. Comme je ne veux pas dépasser le temps, j'irai beaucoup plus vite, et je suis toujours dans le Moyen-Âge, pour dire ce dont vous êtes persuadés, c'est-à-dire que, bien entendu, toujours au Moyen-Âge, les autres civilisations, connues ou inconnues, pratiquaient largement l'esclavage. Nous le savons pour le monde musulman, dont la dépopulation de l'Afrique par les caravanes du Sahara ou par les raids sur les côtes de l'Afrique orientale, Mogadiscio, Zanzibar, etc., n'est-ce pas, beaucoup plus pompé, si j'ose dire, de malheureuses populations qu'ensuite le trafic maritime des chrétiens, n'est-ce pas, cela depuis le IXe siècle, ou à peu près, 9-10e, ceci est important, mais même pour reprendre le contexte historico-social où nous nous trouvons, même à l'époque où nous sommes, n'est-ce pas, naturellement la frontera avant la conquête de Grenade ou avant la conquête de Malaga, surtout, n'est-ce pas, est aussi, des deux côtés, bien entendu, l'objet de prise d'hommes ou de femmes de cette façon-là. Et lorsque l'on voit arriver dans la ville de Valence, j'en parle beaucoup parce qu'il y a un excellent travail, n'est-ce pas, nous sommes toujours tributaires de nos aînés. Dans la ville de Valence, lorsque l'on voit arriver des esclaves musulmans, on leur demande d'où ils viennent, et une fois sur deux, eh bien, c'est ou le bédouin qui a été dans les villes et puis qui s'arrange pour rencontrer des Génois, Florentins ou autres, ou c'est au contraire les hommes des villes qui ont lancé des expéditions contre les bédouins et qui revendent des bédouins. Donc cet esclavage est largement pratiqué dans le monde musulman. Il l'est aussi, et il faut le dire quand même très clairement, n'est-ce pas, chez les Noirs,
d'Afrique occidentale, et à Valence aussi, l'on a, et j'ai là des textes, mais comme nous publierons, monsieur le recteur, donc je pourrais les mettre in extenso, des interrogations de ce genre où l'on dit un tel, Pedro, il s'appelait Pedro de Capo Verde, il a 18 ans, il est en 1509 à Valence, et comme il y avait une guerre entre ceux de Guinée et ceux de ma tribu, j'ai été fait prisonnier, je me suis trouvé 4 ans au service d'une veuve qui m'a vendu à des chrétiens, n'est-ce pas? Donc ça, nous le savons, la traite en Afrique occidentale s'alimente de l'esclavage ancestral que pratiquaient les tribus ou les rois ou les petits royaumes les uns par rapport aux autres. Nous le savons également, et je crois que malheureusement c'est une chose que l'on n'a pas généralement l'honnêteté de souligner, et que bien entendu il se pratiquait dans le Nouveau Monde. Ne parlons pas seulement des Aztèques, de leurs sacrifices humains, n'est-ce pas, bien entendu, sur les pyramides, mais dans le monde des Caraïbes, si Christophe Colomb a été si généreusement accueilli, c'est parce que à un certain moment, et pas toujours bien sûr, il les a protégés il a protégé les îles qui sont Saint-Domingue et Cuba actuellement contre les attaques des Caraïbes qui sont considérés comme anthropophages, qui sont anthropophages à l'époque, qui font des razzias d'hommes, n'est-ce pas, sur les autres îles et qui les amènent en esclavage, n'est-ce pas, les hommes disparaissant, les femmes étant tenues en servitude. Donc ma conclusion de cette première partie, qui est peut-être un peu longue, mais que j'ai voulu important pour montrer à quel point, n'est-ce pas, l'affaire, le phénomène est terriblement implanté, et qu'il y a, pour tous ceux qui vont se lancer dans une expédition quelconque, il n'y a aucune hésitation, ou sauf dans certains cas particuliers, bien entendu, à pratiquer cela. Voyons maintenant, dans les 2 parties qu'il me reste à vous proposer, ce qu'il en est de cette colonisation ibérique. J'insisterai beaucoup, je veux prendre les tout débuts de la colonisation. Le XVIIe, je n'ai aucune documentation, je n'irai jamais plus loin, je crois, que 1510 ou 1520, et j'estime que les temps des pionniers, n'est-ce pas, sont beaucoup plus riches d'enseignements sur la gestation, la germination des pratiques et des mentalités. Je m'appesantirai davantage, car n'étant pas moi-même chercheur, là pas du tout, je suis tributaire des travaux, et je m'appesantirai bien davantage sur la Castille que sur le Portugal, pratiquement pas du tout, et dans le domaine castillan sur les Canaries, qui ont pour moi le double avantage d'être prémonitoires, en quelque sorte, n'est-ce pas, tout à fait au début de l'affaire, de définir les règles, et puis surtout, par opposition aux Antilles, d'avoir fait l'objet d'un travail considérable. Nous n'avons pas idée, généralement, en France, de ce qu'a été l'école de la Laguna de Tenerife et autres, n'est-ce pas, et j'ai là des publications de textes qui sont extrêmement nombreuses. Alors, la première de ces 2 parties serait pour montrer que, bien entendu, l'esclavage s'est développé de la part des particuliers, de la part des conquérants, pas des colons forcément, je dirais des découvreurs, capitaines, conquérants, car l'opération de découverte s'inscrit dans un contexte guerrier. Ceci, on ne peut pas, n'est-ce pas, dire autre chose. Effectivement, je pense que l'on peut présenter les choses comme cela. Pendant quelque temps, laissons même les problèmes de conquête. Pendant quelque temps, les Espagnols le savent bien, nous ne l'avons peut-être pas assez souligné, nous, dans nos manuels, il n'y a pas de véritable économie coloniale. Il n'y a pas de véritable implantation. Tout se résume dans ce qu'ils appellent les rescates, n'est-ce pas, ce que nous dirions les razzias et les armadas, c'est-à-dire des expéditions maritimes armées ou razzies. Les Portugais l'ont montré très largement, et alors là ça commence dès la prise, même avant Arguine, même avant 1454, n'est-ce pas, sur les côtes occidentales de l'Afrique, Maroc plus noir, ils avancent, ils razzient, ils ramènent des hommes, ils les vendent dès qu'ils sont chez eux. C'est un élément primordial de leurs activités, un élément primordial aussi, je dois dire, de leur enrichissement. Ils l'ont fait partout, ils l'ont fait, je le répète, sur les côtes du Maghreb, en Afrique occidentale. Ils le font aussi
Et nous sommes mal renseignés là-dessus, et il nous est difficile, quelquefois, de faire l'opération psychologique qui lie les deux. Ils le font également sur les côtes orientales de Grèce, de Turquie, bien entendu, à l'époque, mais dans les îles grecques, nous avons un monceau de réclamations de l'Empire byzantin contre ces affreux pirates génois de Mytilène, n'est-ce pas, de Lesbos, de Catilusio, ou contre les Vénitiens qui, dès qu'ils peuvent, ils débarquent là, puis il y a une foire, il y a un petit marché, ils prennent tout ce qu'ils peuvent, et puis ils rentrent. Bon, on ne dira pas que ce sont des Grecs, alors ça complique énormément les choses. Ils l'ont fait, n'est-ce pas, je le répète, absolument partout. Ils l'ont fait, bien sûr, à un certain moment, Colombe, j'y viens tout à l'heure, l'a fait aux Indes occidentales, mais les Portugais le faisaient aux Indes orientales. À un certain moment, je suis un peu tard par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes en 1516 et l'on présente à Valence un homme qui porte le nom curieux, esclave de Pedro de Calicut, n'est-ce pas, la ville de l'Inde, et qui dit avoir été razzié par une armada du roi du Portugal en même temps que 500 personnes. Donc, je dirais que de la même façon que la phase précoloniale, au fond, s'alimente, c'est une autre affaire, des cueillettes, n'est-ce pas, des cueillettes des produits naturels, les plantes sauvages ou autre chose, là, ça demanderait de longs développements. Elle s'alimente aussi de ces profits de la piraterie et donc de l'esclavage, et personne n'y met encore le haut là pendant un certain temps. Ensuite, toujours pour parler de ceci, il y a également les esclaves qui sont amenés lors des opérations militaires de la conquête. Et ça, je dois dire que c'est également admis. Et je ne vois pas, sauf qu'il fallait encore préciser et donner la preuve qu'il s'agissait bien d'une conquête, de ce qu'on appelle constamment la bonne guerre, n'est-ce pas, de buona guerra, ceci, le roi et la reine l'ont admis, n'est-ce pas, conquête. Et ceci est très net. Malaga, Grenade, il y a un très bel article, un des premiers peut-être qu'il ait produit, Miguel Ángel Ladero Quesada, sur les captifs de guerre lors de la reprise de Malaga. Ça s'est entendu réciproquement si l'on peut. J'insiste sur ce Maghreb, naturellement, pour montrer qu'il n'y a pas de caractère original dans ce qui s'est passé outre-Atlantique. Lorsque l'armada espagnole prend Oran en 1509, puis Tripoli en 1511, l'on trouve d'un seul coup plus d'1 millier d'esclaves sur le marché de Valence, n'est-ce pas? Ils sont là. Nous sommes ici, n'est-ce pas, dans un domaine qui n'a rien de colonial, qui est le domaine guerrier, n'est-ce pas? On en vend sur place à Valence et l'on en envoyait à Naples, en Sicile, un peu partout. La même chose s'est produite, je viens enfin à ce que je voudrais développer davantage, la même chose s'est produite dans les îles Canaries. Les îles Canaries ont été conquises, au fond, je voudrais résumer, en 2 opérations. L'une normande, française, mais avec l'aval du roi de Castille, Béthencourt, n'est-ce pas? Et ce sont ce qu'on appelle les petites îles, La Gomera, Hierro, Fuerteventura, n'est-ce pas, qui ont été prises, et là, il n'y a jamais eu de contestation. Les esclaves, avant la christianisation, ont été ramenés également à Séville, à Cadiz, et ont été vendus de cette façon-là. On a également lancé des expéditions punitives lors des révoltes. En 1489, dans La Gomera, le jeune gouverneur, fils du conquérant d'autrefois, je raye les noms, a été assassiné. La famille lance une forte opération de représailles et on ramène, n'est-ce pas, et vous verrez la suite, on ramène naturellement des esclaves également en Andalousie. Ensuite se passe la conquête très difficile de La Palma et de Tenerife, des grandes îles, qui ne sont pas conquises lorsque Christophe Colomb prend le départ. N'est-ce pas? Il jette l'ancre à La Gomera, il voit la Tenerife, il voit la Palma, n'est-ce pas? Et la Grande Canarie est à peine pacifiée. Et c'est 93, c'est 94, là aussi pour une conquête très dure, conquête à laquelle ont participé dans les rangs espagnols des Canches, population indigène de La Gomera, soumise et complaisante, n'est-ce pas, et alliée. Ça a été très dur, là aussi. Donc,